Et pour discuter de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Roland Gillet, professeur d'économie financière à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'Université libre de Bruxelles, conseiller auprès de différentes autorités publiques et privées. Bonjour Roland Gillet. Bonjour. Rafik Smati, fondateur de Luxor.ai et président du groupe Aventors. Bonjour. Bonjour Rafik Smati. Et Jean-Marc Daniel, éditorialiste BFM Business. Au Théâtre de Poche, les prochaines dates, on les donne le jeudi 2 octobre et le 21 novembre. Absolument. Et comme, alors il faut continuer à remplir, il y a encore quelques places, mais faites vite. Comme le mois de décembre s'annonce pour l'instant libre, on est en train de prévoir fin novembre, début décembre, de nouvelles séances pour satisfaire une demande qui reste soutenue, même si c'est pas encore totalement complet. Et votre dernier ouvrage, Nouvelles leçons d'histoire économique, est toujours disponible aux éditions Odile Jacob. Merci à tous les trois d'être sur les plateaux des experts aujourd'hui. Avec ce premier sujet, le rapport choc du Conseil des prélèvements obligatoires. Je le disais, alors le Conseil des prélèvements obligatoires, c'est un organisme d'experts rattaché à la Cour des comptes qui régulièrement publie des rapports sur l'état de la fiscalité française, sur des thèmes, cette fois-ci, c'est l'industrie. On parle beaucoup de réindustrialisation ces dernières années. Et ce rapport nous donne ce chiffre, 91 milliards d'euros. C'est le poids des prélèvements obligatoires sur l'industrie française. Je le disais, une industrie dont la part de la valeur ajoutée dans notre économie, dans le PIB, s'est effondrée ces 25 dernières années, de 20 à moins de 10% aujourd'hui. Est-ce que c'est la faute des impôts, pour commencer? Roland Gillet, vous êtes un spécialiste de la fiscalité. Pas nécessairement de la fiscalité au sens strict, mais de la finance et la fiscalité, parce que les deux sont évidemment intimement liés. Mais je crois qu'effectivement, on doit quand même s'interroger quand on voit un secteur qui a plutôt tendance à régresser dans la part globale, de voir les raisons. Alors, il peut y en avoir une qui est due à sa compétitivité, mais il y en a une qui peut être aussi due à ses prélèvements. Et notamment, quand on parle d'industrialisation, on parle aussi de gros investissements qui ne sont pas mobiles comme le capital intellectuel. Par exemple, on peut changer avec des bureaux qui ne coûtent pas très cher. Donc là, on réfléchit à deux fois avant d'aller se mettre quelque part. Et vous avez dit, il y a deux éléments. Il y a le montant et puis il y a l'instabilité. C'est quand les gens ne savent pas où ils vont. Comme un investissement, c'est toujours pour le long terme. Avoir une fiscalité ou des lois d'encadrement qui changent tout le temps, et en plus, dans une absence de gouvernement, ça rajoute encore une couche supplémentaire d'incertitude en dehors du prélèvement lui-même, où on sait quand même que l'OCDE, qui fait son travail, montre quand même qu'on est dans des pays, la France en particulier, où les prélèvements, que ce soit les impôts ou les prélèvements, sont quand même très importants. On est champion du monde. Oui. Le chef d'entreprise que vous êtes, Rafik Smati, est confronté à cette instabilité fiscale. 20% du code des impôts qui est remanié quasiment à chaque PLF, indique le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires. Comment on vit aujourd'hui en France en tant que chef d'entreprise? On a une forme de stabilité fiscale quand même depuis 2017, non? Est-ce que ça va mieux? Vous savez, le propre d'un chef d'entreprise, par définition, c'est qu'il se projette sur le long terme. Ce qui est le contraire de nos dirigeants politiques qui sont le nez rivé sur le prochain budget et accessoirement sur la prochaine élection. Et donc ça fait une différence de paradigme qui est absolument fondamentale. Les chefs d'entreprise ont besoin de stabilité fiscale, mais pas que les chefs d'entreprise, les consommateurs. Si vous avez un taux d'épargne qui est aussi important dans notre pays aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas confiance, les gens n'ont pas envie de mettre leur propre argent dans des projets dont ils ne savent pas dans quel environnement macroéconomique ils vont évoluer. Donc c'est vrai qu'il y a eu depuis 2017, à partir de 2017, voire un petit peu avant, avec le pacte de responsabilité de François Hollande, une cohérence dans la stratégie fiscale française. Et nous sommes arrivés à une certaine forme de stabilité qui fait que de l'extérieur, moi je discute beaucoup avec des chefs d'entreprise, notamment du monde entier, de l'extérieur on commençait à me dire, enfin la France n'est plus un pays socialiste comme elle l'a été dans le passé, la France commence à devenir cohérente, elle commence à devenir compétitive, certes vous n'êtes pas un paradis fiscal, mais il y a une logique dans ce que vous êtes en train de faire. Force est de reconnaître que depuis la dissolution, tout ça a littéralement volé en éclats, et que depuis maintenant un petit peu plus d'un an et demi, c'est comme si, vous savez, la France était une sorte de junkie qui était drogué, qui a réussi à se ressaisir, à se soigner et qui a rechuté. Voilà. Depuis un an, on a rechuté. Et c'est ça l'image qu'on envoie au monde aujourd'hui. Et le drame, c'est que vous savez qu'il faut plusieurs années pour construire une marque, mais il faut quelques secondes pour la détruire. Et moi, je suis extrêmement inquiet parce que l'état politique dans lequel est notre pays aujourd'hui et l'incertitude économique, quand bien même elle s'arrêterait ici et maintenant,
ce qui est évidemment impossible dans le contexte politique actuel, mais admettons, il faudrait plusieurs années pour que ça reparte. Et moi, c'est ça qui me rend très en colère aujourd'hui. Jean-Marc Daniel, la fiscalité, elle a baissé sur les entreprises quand même depuis, Rafik Smati l'a rappelé, le pacte de compétitivité, c'était déjà 40 milliards de baisse de charges. L'IS a baissé, les impôts de production ont baissé. Oui, moi, ce qui me frappe d'abord sur le fait que l'industrie soit moins importante dans le PIB, il y a un effet qui est l'effet que met en avant systématiquement l'OCDE, c'est l'évolution des prix de l'industrie par rapport au reste de l'activité économique. C'est-à-dire que ce qui caractérise l'industrie, c'est que c'est un endroit où il y a des gains de productivité, où il y a eu énormément de suppression d'emplois par gain de productivité. Et donc, de même que l'agriculture a considérablement baissé grâce à l'efficacité du rendement agricole, donc vous avez un mécanisme de répercussion de l'efficacité de l'industrie dans les prix qui fait baisser la part de l'industrie. C'est paradoxal, on est plus compétitif et du coup, mais les prix baissent, de la valeur ajoutée de l'industrie baisse considérablement. Et donc, la deuxième remarque que je ferai, c'est que je mets assez souvent en avant le pays, en fait, dans les pays développés qui a eu le plus de croissance, c'est la Californie. Donc, si on l'isole, c'est la troisième économie du monde, la Californie, si on l'isole. Oui. Et donc, c'est le pays où la part de l'industrie a le plus baissé sur les 20 dernières années. Pourquoi ? Parce que la Californie, maintenant, vous avez 1/5 des emplois de la Californie qui sont en recherche, développement, université et tout ça. Donc, vous avez la tech. Vous avez un choix qui est un choix, non pas de l'industrie à l'ancienne, alors ça dépend ce qu'on appelle derrière le mot industrie, mais d'abandon de cette industrie à l'ancienne, de cette industrie qui fascine, ces usines qu'on va construire, tout ça, et pour véritablement se projeter dans l'avenir. Alors sur les impôts, alors effectivement j'avais écrit un livre sur les impôts où je disais la grande caractéristique de la fiscalité française, c'est qu'elle est quantique, vous savez, en mécanique quantique. C'est-à-dire, vous ne savez pas où vous êtes si vous savez où vous allez, mais vous ne savez pas où vous allez si vous savez où vous êtes. C'est-à-dire que en mécanique quantique, on vous explique que mathématiquement, c'est quand vous avez le vecteur qui vous donne la position et la vitesse de la particule, vous ne pouvez pas avoir ce vecteur. C'est-à-dire si vous arrivez à trouver les coordonnées de la position, les coordonnées de la vitesse sont des probabilistes, mais elles n'existent pas. En revanche, si vous avez les coordonnées de la vitesse, vous ne savez pas où vous êtes. Et donc en fiscalité, en France, c'est comme ça. Si vous avez compris ce que vous devez cette année, c'est que vous ne savez pas ce que vous allez devoir l'année prochaine. Si vous avez compris ce que vous allez devoir l'année prochaine, vous ne savez pas ce que vous allez payer cette année. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que j'avais publié ce livre juste au moment où M. Darmanin, qui était ministre du Budget, avait fait voter une loi qui était le droit à l'erreur. Absolument. Et donc, il y avait une espèce Sauf en matière fiscale. Sauf il y avait une reconnaissance qui était... Alors, en matière fiscale, il y avait néanmoins la charge de la preuve était transférée à la charge de l'administration. Elle devait prouver qu'on était en faute et non plus l'inverse, on n'avait plus à prouver. Et ça existe d'ailleurs depuis 1986, mais ça avait été renforcé. Et donc, le fait que, d'une certaine façon, on admettait qu'on ne comprenne pas ce qu'on doit. Ouais. Et avec comme commentaire de Darmanin à l'époque, même les agents du fisc ne comprennent pas exactement ce qu'ils sont en droit d'attendre des entreprises. Donc je pense qu'on est dans une espèce de nécessité. Et la toute dernière remarque que je ferai, c'est que je pense qu'effectivement sur les histoires de réforme fiscale, on a parlé du pacte de stabilité, je pense que ça a été de mauvaises réformes. Pourquoi ce sont de mauvaises réformes ? Parce que l'obsession, c'était la baisse du coût du travail, avec comme conséquence qu'on a endetté la sécurité sociale. C'est ce qui a débouché sur les allègements de charges, effectivement. Oui, et donc il y a une obsession qui est effectivement de ne pas faire payer aux salariés la réalité de leur protection sociale. Je pense qu'un des enjeux, ça va être de remettre de l'ordre dans la sécurité sociale. Les finances publiques, effectivement, sont détériorées, mais quand vous regardez l'origine de cette détérioration, c'est véritablement le fait qu'on ne fait pas payer aux Français la réalité de leur état-providence. Et donc, je crois qu'il y a une opération vérité qui consiste à arrêter de dire on va baisser les charges sociales, parce que les charges sociales, c'est des charges, mais c'est des recettes, et c'est des recettes de l'État-providence. Il est 10h10. Jean-Marc Daniel nous a propulsé dans la fiscalité quantique et appelle à des hausses d'impôts. Les hausses de cotisations sociales. La vérité sur les prix. Cette émission est pleine de belles promesses. Il y a une chose qui me rassure, c'est que beaucoup d'étrangers, et notamment des gens qui sont à Bruxelles, qui regardent l'évolution de la France sans parler de son gouvernement, sont dans l'incertitude sur comprendre où elle est, ou elle ne comprend pas où elle est, et les faits ne sont pas nécessairement relatés de la même manière. Elle est doublement quantique, la France. On finit par ne plus savoir où elle est, ni plus savoir où elle va. Mais Jean-Marc, je vous rassure. C'est ce qu'on croit aussi à l'extérieur. On ne comprend plus très bien, mais donc c'est une forme d'intelligence. J'ai bien compris. Je voulais qu'on revienne sur les impôts de production qui est au cœur de ce rapport du Conseil des prélèvements obligatoires. Ce rapport préconise de supprimer définitivement la C3S. La C3S est une contribution sociale aussi sur le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que les entreprises la payent
avant même d'avoir réalisé 1 euro de bénéfice, la supprimer complètement et de le financer par la suppression des exonérations de charges sur les heures supplémentaires. On y revient. Ces impôts de production, il faut qu'on explique un peu comment ils fonctionnent et pourquoi ils sont des impôts contre la production. C'était le titre d'un rapport du Conseil d'analyse économique. Mais vous savez, taxer un revenu, ça a du sens, pour autant qu'on détermine vraiment que c'est bien un revenu. Taxer quelque chose qui peut éventuellement aboutir à un revenu, mais pas nécessairement, dans les périodes difficiles où l'entreprise devrait être plutôt, je vais dire, encouragée par l'État pour essayer d'aller mieux, vous la fragilisez. Donc il faut éviter d'avoir un système trop complexe, mais bon, c'est ce qu'on a déjà dit avant, et que ça soit clair. Quelqu'un qui paie un impôt doit au moins être sûr d'avoir un revenu. Et ce qui est très dangereux aujourd'hui, parce qu'on parle de cette partie-là, c'est quand on rajoute un impôt sur le capital ou le patrimoine de l'entreprise. Parce qu'alors là, sachant qu'il peut fluctuer très fort, vous risquez à certains moments effectivement d'aller prélever un impôt dans une période où tout se passe très bien, alors qu'un an après, même parfois 6 mois, sa valorisation a fortement chuté. Donc, je sens que vous allez me parler de la taxe Zuckman. Notamment, mais il n'y a pas qu'elle, mais c'est dans l'esprit. C'est-à-dire, si on taxe un revenu, c'est clair. Si on taxe en plus le patrimoine, ça devient très compliqué. Et si vous mettez la taxe à un niveau, par exemple, qui est le niveau un peu des obligations pour le moment en Europe, ça veut dire qu'en pouvoir d'achat, la personne s'appauvrit. Et vous lui prélevez encore sur le capital. Et le revenu qui éventuellement donne une obligation, vous l'imposez aussi. Donc, si vous prenez sur le capital, il faut faire à un moment donné quelque chose sur les revenus. Et mieux, je pense de manière générale, il vaut mieux taxer les revenus effectifs. En gros, quand quelqu'un acte une plus-value, on peut éventuellement déduire des moins-values, mais il faut au moins qu'il y ait un revenu qui soit une matière qui justifie un prélèvement. Pas à tout coup dire, aussi bien, et a fortiori sur l'outil de production, ou sur un investissement, quelle que soit son évolution, je prélève. Ça, c'est incompréhensible. Valéry Giscard d'Estaing avait dit qu'au-delà de 40% de prélèvements, c'était du socialisme. On est bien au-delà. Le chef d'entreprise, Rafik Smati, parole au chef d'entreprise. La France, indique ce rapport, encore une fois, est le seul pays d'ailleurs, on a et la C3S sur le chiffre d'affaires et une contribution sur la valeur ajoutée. Vous n'êtes pas dans l'industrie, vous êtes dans les services. Oui. Est-ce que vous estimez avoir une compétitivité coût gérable dans la concurrence internationale, nationale, avec votre taux de prélèvement obligatoire? La vraie question pour des Est-ce que ça se gère avec l'habitude? La vraie question pour des entreprises telles que les nôtres, c'est la question malgré tout du coût du travail. C'est-à-dire que c'était le président d'Airbus d'ailleurs qui a fait une déclaration, je crois, au Sénat il y a quelques semaines, où il expliquait que lui, concrètement, parce qu'il est présent sur tous les marchés, quand il regarde sa fiche de paye, c'est 45% ou 48% de charges sociales en France. En Allemagne, c'est 25%, au Royaume-Uni, c'est 20%. Et donc forcément, se pose un problème de compétitivité. Mais vous savez, moi, ce qui m'agace au plus haut point, c'est que j'ai le sentiment que nous sommes tous, dans le débat public, qui est celui de la France en ce moment, prisonniers d'une sorte de fiction étatiste, d'un dogme, qui fait que nous pensons tout en termes d'impôts, de fiscalité et de tuyauterie fiscale. C'est-à-dire qu'on va prendre ici pour imposer celui-ci. Ah non, c'est pas juste, on va mettre cet impôt-là plutôt que le mettre ici. Et en fait, vieille passion française. Oui, mais vous savez, cela nous fait détourner de deux vrais sujets. Le premier sujet, c'est qu'on perd de vue ce à quoi sert l'impôt. Parce que l'impôt, à la base, ne sert pas à établir de la justice fiscale, même si, évidemment, le but d'une politique économique, c'est qu'il y ait de la justice fiscale. Non, le but de l'impôt, c'est de payer les services publics. Je veux dire et rappeler cette évidence parce que je crois qu'elle est trop souvent oubliée. Et une fois qu'on a dit ça, elle se pose la deuxième question qui est pour moi essentielle et dont on ne parle quasiment pas dans le débat public aujourd'hui, c'est que fait-on avec ces impôts? Quid la France est le premier pays ou l'un des premiers pays de l'OCDE. Le pays plus taxé de l'OCDE. En termes de taxes, oui. On devrait avoir les services publics les plus bétons du monde. On devrait avoir la meilleure éducation du monde. On devrait avoir une armée qui est surdotée et en passe d'affronter les enjeux qui viennent. On devrait pouvoir mettre des sommes considérables dans l'intelligence artificielle. On devrait avoir des hôpitaux dernier cri qui soignent nos patients comme ils devraient l'être. On devrait avoir des seniors et des anciens et des gens qui sont dans le 4e âge qui sont bien traités avec un niveau de dignité qu'ils méritent. Quand on paye autant d'impôts et quand on endette les générations futures, on a le droit d'être exigeant. Et pour moi, vous voyez, c'est le vrai sujet aujourd'hui que nous devrions poser. C'est pas celui des taxes, c'est pas celui des impôts, c'est pas encore moins celui de faire punir les riches. C'est comment on relance la machine pour que d'un côté on crée de la richesse et que d'un autre côté vous ayez un État qui devienne
performants, des collectivités locales qui deviennent performants, la performance publique, vous voyez Raphaël, ce n'est pas un vilain mot. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est surtout pas celui des taxes et encore moins celui de la lutte des classes que M. Zucman et ses amis ont envie de ressusciter. Alors quand on se regarde, parfois on se désole, mais quand on se compare, on se console. On n'est pas les seuls, Rafik Smati, en France à parler fiscalité. En Allemagne aussi, le débat fait rage entre les sociodémocrates et les conservateurs au sein de la coalition, pour taxer les plus riches. Ça vous rappelle quelque chose comme débat, ça, oui, alors, et notamment sur les successions. Oui, je vais revenir sur cette affaire de succession parce que je crois que c'est assez lié à ce mécanisme qui est le mécanisme démographique de la France et de l'Europe d'une façon générale. Alors, juste une petite anecdote. Moi, qui suis un des derniers à être vraiment républicain, je pense que j'ai fêté l'an 234 de la République qui a commencé hier. Nous sommes le 2 Vendémiaire de l'an 234. Merci pour ce rappel utile. Je considère que ça mérite d'être rappelé parce que la République avait supprimé les impôts et elle avait remplacé ça par des contributions. Nous sommes des contribuables et non pas parce que nous, en France, parce qu'on ne paie pas d'impôts. Les impôts sont interdits depuis le 17 juin 1789, ce qui a été confirmé par la Constitution qui nous a donné le calendrier républicain. Et pourquoi les impôts sont interdits ? Parce qu'effectivement, la contribution, c'est le consentement à l'impôt, c'est le service qui est rendu. Et donc, on paie les impôts pour un service qui est rendu. Un peu abîmé aujourd'hui. Et alors, c'est un peu abîmé. Pourquoi ? Et on en revient donc à votre question sur les droits de succession, parce qu'on n'en paie pas assez d'impôts. Pourquoi on n'en paie pas assez ? Parce qu'on en paie trop et pas assez. Pourquoi je dis ça ? Et ce matin, Jean-Marc Daniel... Je vais vous dire quelle est l'origine de ce paradoxe. Me surprend. Pourquoi on n'en paie pas assez ? Parce qu'effectivement, on a des services publics qui ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Vous parliez de la C3S. Je rappelle que la C3S a été créé pour payer la sécurité sociale des indépendants à la suite des mouvements organisés par Gérard Nicou dans les années 70. D'ailleurs, elle avait été créée par le ministre de l'économie et des finances de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, dont vous parliez, en disant que c'était provisoire, que ça donnait un peu de temps pour réfléchir à l'organisation de la sécurité sociale des indépendants. C'était il y a 52 ans. Et donc, c'est un provisoire qui a un peu duré, mais on réfléchit. Bon, très bien. Donc, je maintiens que effectivement, ces dépenses ne sont pas couvertes, et notamment l'État social ne sont pas couvertes par les recettes de prélèvement obligatoire. Pourquoi ? Mais parce qu'on ne travaille pas assez. C'est parce que le prélèvement, l'enjeu c'est la base taxable. Si on veut baisser le taux de prélèvement obligatoire... Il faut augmenter le gâteau. Il faut augmenter le gâteau. Soit on augmente le taux, soit on augmente le dénominateur. C'est-à-dire on est focalisé sur le numérateur alors qu'il faut jouer sur le dénominateur. Et donc je crois que des enjeux, c'est effectivement d'avoir une politique de croissance. C'est pas une politique exclusivement de obsession sur les impôts, obsession sur la dépense publique. Il faut avoir une obsession sur la création de richesse. Alors concernant les successions, moi ce qui me frappe, c'est d'abord le fait que, comme le monde vieillit, il y a de plus en plus, donc on parlait de... Il y a des sommes colossales à venir, mon obsession, c'est de préparer la silver economy. Il faut arrêter de parler de l'intelligence artificielle et tout ça. Ce qu'il faut faire, c'est des EHPAD. Ce qu'il va falloir faire en Europe, c'est des endroits pour accueillir nos anciens. Et l'attaque contre les boomers, un boomer, c'est quelqu'un qui a 80 ans. Mais regardez comment on traite les gens qui ont 90 ans. Comment on traite les gens qui ont 95 ans. Et eux, c'est pas des boomers. Eux, ils ont commencé, moi je dis les boomers, ils ont commencé avec des tickets d'alimentation. Quelqu'un qui a 90 ans, il a commencé avec pire que des tickets d'alimentation. Il a commencé sa vie avec l'occupation allemande et tout ça. Et donc je pense qu'il y a un souci à avoir de préparer l'avenir de notre société en termes de dépenses et de dépenses pour tenir compte de l'évolution de la démographie. Alors sur les successions, je pense qu'un des enjeux de cette démographie, c'est qu'on hérite de plus en plus tard. Oui. Un des problèmes, c'est effectivement que à l'heure actuelle, dans un pays comme l'Allemagne, mais en France c'est aussi la même chose, c'est au moment où on meurt, ces héritiers sont eux-mêmes déjà à la retraite. Souvent à la retraite. Oui. Et donc il y a une espèce de transmission du capital de vieux à vieux. Et donc je pense que le véritable enjeu, c'est de réfléchir à comment organiser les successions de façon à ce que la transmission de capital, notamment d'une épargne liquide, se fasse plus naturellement vers les jeunes. Et dernière remarque que je ferai, c'est que néanmoins, il ne faut pas oublier que l'impôt sur les successions partout, c'est vécu comme un impôt sur la mort. Je rappelle que, donc, notamment au moment de la Première République, il y avait déjà des gravures sur les contributions, et la contribution sur les successions était représentée par un vautour.
qui a été ensuite consolidé dans diverses caricatures, parce que le vautour, c'est celui qui s'abat sur les cadavres. Et donc, le droit de succession, c'est un vautour. Donc, je pense qu'il y a un enjeu aussi de communication qui est un politique enjeu très fort. Et c'est un peu le paradoxe, parce que c'est un sujet d'égalité réelle des chances, en réalité, et de lutte contre la concentration du capital, finalement, le droit des successions. Oui, mais évidemment, il faut voir comment on le voit. C'est sûr qu'on peut dire ça, mais de l'autre côté, on peut dire que celui qui, après avoir payé beaucoup d'impôts sur sa vie, c'est le solde après consommation qu'il a mis de côté. Pour lui, et tant mieux, parce que quand on voit tous ceux qu'il va falloir peut-être aider, celui qui peut s'en sortir seul, il ne sera pas à charge. Je n'ai pas dit maintenant qu'il ne faut pas faire des choses pour les gens qui sont encore plus riches, mais en tout cas, pour la normalité, ça va être ça. D'autant plus que celui qui a cotisé pour sa pension, dans beaucoup de pays, avec le système de répartition, l'État les a dépensés tout de suite. Et aujourd'hui, vu l'évolution, il est chaque fois obligé, ou en tous les cas en termes réels à tout le moins, de faire tout ce qu'il faut pour que, malheureusement, au bout du compte, certains perdent en pouvoir d'achat. Donc, c'est encore plus embêtant. Donc, premier élément. Deuxième chose aussi, quand on parle des successions, on peut faire aussi des systèmes intelligents, si on veut avoir du transgénérationnel avant, c'est donner un système incitatif pour les donations. Il y a beaucoup de pays qui le font, et ça, c'est malin, parce que ça vous pousse à donner. Et donner, dans ces cas-là, c'est bien donner et reprendre, c'est voler. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui, en fait, donne mais ne donne pas. Donc, c'est une vraie donation. Et il y a des systèmes encourageants dans différents pays et qui marchent. Et là, vous avez alors effectivement des gens qui consomment, qui paient de la TVA avant d'attendre d'être pensionnés et d'avoir d'autres besoins. Donc je pense qu'on peut faire les choses intelligemment sans toujours s'arc-bouter en disant qu'on prend un impôt sur la mort, qui est quand même toujours très sympathique. Oui. Et je peux vous dire... Mais très ancré dans l'opinion publique. Les taux qui sont pratiqués dans mon pays, même en ligne directe, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une réforme qui était en cours, étaient même prohibitifs. Pour vous dire, c'était plus de 30% au-delà de 500 000 €. Donc, c'était beaucoup, hein. Ça allait très, très vite. Donc, je crois que c'est un sujet important, mais on peut faire des choses intelligentes pour, en tous les cas, assurer une transmission qui se fasse plus tôt et ainsi de suite. Par contre, Jean-Marc l'a très bien soulevé, s'il n'y a pas quelque chose pour encadrer des gens qui n'ont absolument rien fait, qui ont contribué toute leur vie, qui, en plus, étant donné les plans de pension, parce qu'eux n'ont pas su en constituer, comme certains autres, se retrouvent avec des pensions et, en plus, un pouvoir d'achat qui baisse, au bout du compte, et notamment si on fait des prélèvements sur le capital alors qu'ils n'en ont pas beaucoup, là, ceux-là, il va falloir faire quelque chose, parce qu'ils ne pourront pas aller défiler à 80 ans, mais ça veut dire qu'en termes de respect des gens qui ont fait des efforts il y a longtemps, les générations d'aujourd'hui pourront juste dire « c'est rien, c'est à cause d'eux qu'on est super endettés, nous on payera plus tard », mais c'est quand même indécent. Ça, je rejoins ce que Jean-Marc a dit. Les successions, c'est aussi un sujet d'entreprise. Comment transmettre son entreprise ? En Allemagne, il y a des exonérations majeures qui ont permis de créer le Mittelstand. Ce n'est pas le cas en France. Et le pacte du Treil pourrait se retrouver sur la copie du prochain budget. Est-ce que c'est compliqué de transmettre son entreprise aujourd'hui ? Alors, avec le pacte du Treil, ça simplifie les choses, il faut le dire. Et moi, je prends le pari avec vous que le pacte du Treil ne sera pas touché, parce que ça serait un suicide économique. En même temps, en termes de suicide, je pense qu'on est capable de faire en France. Mais vous savez, s'agissant des successions, en réalité, vous avez deux approches différentes. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le problème que nous avons en France, c'est qu'on prend toujours le pire de tous les modèles. Vous avez un modèle qui consiste... Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Vous bossez, vous payez accessoirement des charges sociales sur ce que vous avez travaillé. Ensuite, vous payez un impôt sur le revenu. Ensuite, si vous faites une acquisition immobilière, vous payez une taxe foncière, éventuellement un impôt sur la fortune immobilière. Si vous revendez, vous avez de la plus-value. Donc bref, vous avez payé des impôts à tous les niveaux. Et puis, quand il y a un décès, il faut se répartir la part du gâteau. Ça ne marche pas. Si vous voulez qu'on traite le sujet des successions, je veux bien, ça peut être philosophiquement intéressant. Mais dans ce cas-là, il faut considérer que la vie, si je puis dire, est un paradis fiscal. C'est-à-dire que chacun, dans la vie, ait les moyens de réussir. Et dans ces conditions-là, on peut se dire, on redistribue les cartes à chaque génération. C'est-à-dire que si la vie est un paradis fiscal et que l'on redistribue les cartes à la fin de la vie, philosophiquement, c'est un modèle qui est tenable. Ce n'est pas celui que je préfère et auquel j'aspire, mais c'est un modèle qui se tient philosophiquement. Maintenant, le modèle qui consiste à dire, vous allez payer pendant toute votre vie et puis vos enfants vont payer à votre mort, c'est le pire des deux modèles. Et c'est absolument inacceptable. Un dernier tour de table. Question courte, réponse courte. Le contre-budget du Parti socialiste va instaurer une taxe, un prélèvement social de 1% sur les très grandes successions. Pour ou contre, Jean-Marc Daniel ? Moi, je suis contre. Oui. Roland Gillet ? Pareil, je suis contre. Il faut contribuer quand même, non ? Si vous voulez qu'on finance les services publics. Oui, mais c'est pas là. Évidemment contre. 1% sur les très grands. Mais vous voyez, tout le monde est contre. Unanimité. Juste une phrase. Si vous regardez de l'autre côté de l'Atlantique, Jean-Marc, s'il te plaît, pas pour le moment, mais les très très grosses fortunes
parce qu'elles voient les implications que ça peut avoir d'abord sur leur descendance d'être super nantis, d'elles-mêmes, et ça on ne peut que féliciter ça alors, elles donnent de l'argent dans des fondations où elles espèrent un jour apporter plus au budget États-Unis des Américains pour les plus pauvres que ne le fera le gouvernement américain en prélevant de l'impôt. Ça, c'est un choix personnel où vous dites, à partir d'un certain moment, j'œuvre à ce que ça aille comme une certaine forme de Croix-Rouge, mais organisée par des gens qui en ont les moyens. Donc le cœur peut avoir lieu. Ce qu'il faut, c'est aussi pouvoir l'organiser. Or, aujourd'hui, je trouve que sur ces sujets de société très importants, il n'y a pas de système incitatif et on ne laisse pas faire les choses en fonction d'une intelligence où on veut aller. Et ça fait évidemment très mal pour des gens qui paient beaucoup d'impôts, de dire à un moment donné, quand je vais laisser à mes enfants, ça va encore être pire puisqu'on va encore repasser. Et donc, à un moment donné, les gens ils sont démotivés. Et par rapport à ce que vous disiez, si un jour on dit, après tout ce que vous avez fait, le système va tout redistribuer, il y a des études qui le montrent, vous allez avoir un système où les gens qui, à la fin de leur vie, et même bien avant, vont dire ça ne sert à rien. The big quit. Il faut baisser l'impôt sur les donations et pas augmenter les et faire circuler le capital. Allez, c'est le mot de la fin de cette première partie. Restez avec nous. On va lancer un grand débat qui risque d'enflammer la scène. Rendez-vous tout de suite, les États-Unis, un pays tiers-monde ou superpuissance mondiale, tout simplement. À tout de suite.